En ce mercredi 2 juillet, on discute de la saison des marchés publics avec Guillaume Duranceau-Thibert. On revient sur un projet immobilier majeur à Longueuil. On fait le point sur 2 noyades en Montérégie et on vous présente le plus récent bilan de la DPJ. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Il fait beau, il fait chaud, c'est enfin l'été et pour plusieurs, la saison estivale rime avec l'arrivée des marchés publics où on peut se procurer des fleurs, des fruits et des légumes locaux. Et une des institutions sur la Rive-Sud, c'est le marché des jardiniers à la Prairie. Et pour jaser la saison 2025, on reçoit Guillaume Duranceau-Thibert, administrateur du marché et marchand du Jardin de Louise. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. Et la saison 2025 commence de façon particulière pour vous cette année puisque vous avez une nouvelle formule d'administration sous forme de coop. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez pris cette décision-là? Ben, le marché de la Prairie, en fait, ça fait 53 ans à peu près qu'il est existant. Moi, ma grand-mère, c'était une des premières femmes à aller vendre ses légumes là-bas, donc une pionnière qui a tracé le chemin pour les prochaines générations. Ça a été ma mère par la suite. Puis c'est ça le marché. Hein? Ce sont des familles qui travaillent, qui sont là depuis le tout début. Et le marché des jardins de la Prairie a toujours été chapeauté par une institution qui s'appelle l'APMQ, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, qui gère à peu près toute l'agriculture au Québec. Et puis, ben, on a fait bonne équipe pendant plusieurs années. Ça a été un beau tandem. Et puis, on a fait évoluer le marché, le faire connaître avec les administrateurs et les marchands. Puis à un moment donné, tu sais, comme un adolescent va vieillir et puis décide de quitter la maison à l'âge adulte, eh bien, on a décidé conjointement de changer de formule et puis de créer une coop, donc de s'auto-administrer, nous les marchands, pour de choisir notre destinée, puis aussi de gérer comment on avait envie de le faire aussi. De quelle façon, justement, vous avez envie de le faire? Quelle différence un client pourrait voir là, maintenant dans la formule du marché des jardiniers? Est-ce qu'il y aurait vraiment des changements concrets? Quand tu as une association comme la PMQ qui gère, bien, c'est une belle grosse machine qui a plusieurs contacts aussi pour faire bouger les choses. Donc, ça peut être un atout de taille. Mais parfois aussi, ça peut être un peu plus long dans le processus, vu qu'il y a une rigueur à avoir aussi. Mais on avait envie d'être vraiment collé sur les gens, d'être très, très près, de sentir cette proximité-là. Alors, on doit apprendre, comme n'importe qui commence une nouvelle aventure, mais on a envie d'être encore plus près des gens qu'on l'était et puis d'améliorer le marché comme nous, on le veut. Fait que je pense que c'était la bonne formule, c'est d'avoir les mains dans la terre au sens propre et figuré, là. Il y a combien de marchands au marché du jardinier? 17 marchands différents, 17 familles différentes, ouais. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? On est au début de la saison. Moi, je repense au mois de mai qui était, à mon avis, catastrophique. Il y a tellement eu de pluie. Est-ce que là, ça va mieux? Comment ça va? Là, ça va mieux. Ça a été un début de saison difficile. On avait des grandes attentes pour cette année. L'année passée, ça avait super bien été. Et puis, avec tout ce qui se passe, situation géopolitique avec les États-Unis, que les gens ont envie de rester au Québec un peu plus, d'acheter local, on ressent un peu ce qui se passait pendant la pandémie il y a quelques années où là, on sent... écoute, c'était fou, là. Les gens étaient là, étaient fidèles, voulaient encourager ce qui se fait ici au Québec, mais on sentait que c'était un peu comme ça qui s'en venait. Donc, tout le monde était un peu excité de la saison à venir, mais comme tu as dit si bien, écoute, on n'a pas été chanceux côté température, puis la saison va bien s'il fait beau. Hein? La température va dicter tout. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu peux être préparé, tu peux avoir la meilleure équipe, mais s'il fait pas beau, il n'y a pas de gens. Les gens ont moins envie d'aller au marché. Donc, s'il fait beau, par exemple, les gens sont au rendez-vous. Donc, comme tu disais, le mois de mai a été difficile. Il faisait froid et c'était pluvieux, surtout les week-ends aussi, quand les gens auraient pu avoir un peu de temps pour en profiter, d'aller dehors. Puis c'était un peu catastrophique, en fait, même. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vu une saison comme ça. Et on se demandait qu'est-ce que ça allait faire pour la suite des choses. Par exemple, moi, je suis dans les fleurs, on a des serres, il y a une production qui est faite en pensant que de cette production-là, qui est X, va sortir, tu sais. Fait qu'il y a des fleurs, il y a du vivant, là, on veut pas perdre ça. Et donc, mais là, juin est arrivé, on se demandait si la saison avait passé, s'il était trop tard, mais on s'est rendu compte que non. Et ça, c'était une belle surprise cette année. Les gens sont
venus nous voir, étaient au rendez-vous, qui me disaient « Il a pas fait beau, on n'est pas venu au marché, mais là, on est là. Fait que je Ils avaient hâte. Ouais, tout le monde avait hâte. On avait tellement hâte qu'il fasse beau de sortir. Tu sais, quand tu te réveilles le matin puis c'est un peu gris, on dirait que t'as moins d'énergie, mais quand il fait beau, on dirait que t'as envie d'entreprendre de grandes choses, d'aller jouer dans ton jardin, d'aller acheter des trucs, de mettre ça beau. Fait que c'est ce qui s'est passé depuis le début juin. Donc oui, ça a été rattrapé, si on veut, le premier mois. Parce que vous, comme vous êtes plus dans les fleurs, est-ce que la météo va quand même moins jouer? Tu sais, la fleur, elle va pousser en serre là, versus dans le champ. Mais c'est les clients, dans le fond, qui venaient pas, qui étaient moins tentés d'aller l'acheter. C'est le désir de... Ouais, OK. C'est effectivement, tu sais, les légumes, les champs, bon, s'il pleut, les récoltes sont très difficiles. Les tracteurs peuvent pas aller récolter. Ça va changer carrément toute la dynamique de l'agriculture. Nous, comme tu disais, c'est en serre. Donc, il y a une espèce de microclimat. On est en système fermé. Mais en fait, à la base, fait que oui, on peut avoir des fleurs, on peut avoir des belles fleurs, mais si les gens n'ont pas envie de mettre ça, eh bien, là, ça va rester dans les serres. Ouais. Récemment, on a vu une publication sur les réseaux sociaux où on dénonçait le prix d'un casseau de fraises du Québec à 17,99. Ça a un peu ramené le débat autour du prix des fruits et légumes locaux. Qu'est-ce que tu penses de ce discours-là, justement? Puis, pourquoi c'est cher? Où on a l'impression, en fait, que c'est plus cher les fruits et légumes québécois. Mais en fait, je pense qu'il manquait peut-être de nuances dans cette publication-là. Moi, je suis pas dans le milieu des fraises ou des légumes, mais sauf que ce que je comprenais, c'est que c'était les fraises hâtives. Donc, la première récolte début juin et les fraises sont tout le temps plus chères à ce moment-là. Donc, de dénoncer le prix, c'est une chose, mais il faut toujours dire... C'est ça par rapport à telle chose. Si on regarde maintenant, les fraises arrivent au prix normal ou conventionnel. Puis... Aussi, si on constate que la météo qui a ralenti tout le processus au début, eh bien, ça va faire des fraises qui sont plus juteuses aussi pour la prochaine saison. Donc, ça ralentit le mûrissement. Donc, tu sais, il y a du bien partout. Hein. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, je pense que c'est ça, c'est une question de nuance. Mais si on compare, si on va à l'épicerie, si on achète des fruits et légumes d'ailleurs, aussi, on va dans un marché et on achète des fruits ou des légumes de saison, eh bien, les prix sont bons. Les prix sont là. Et puis, on sait d'où ils viennent. On sait que la personne qui est devant nous, eh bien, c'est le producteur qui est allé les récolter. Et ça vaut beaucoup aussi. Ouais. Mais pourquoi il y a encore cette perception-là que acheter local veut dire nécessairement payer plus cher? C'est une bonne question. Peut-être que par le passé, il y avait peut-être moins de je sais pas, les systèmes de récolte étaient peut-être différents. Puis c'est aussi l'offre et la demande. Hein? C'est ça qui va fluctuer le prix des choses. Donc, parfois, les prix, oui, vont être plus chers, mais ça va être la même chose ailleurs. Mais je pense que c'est une question aussi de culture, puis plus que les gens vont acheter local, eh bien, les prix vont diminuer aussi. Puis ça, c'est important de le rappeler. T'sais, allez-y, acheter local, ça fait une immense différence dans la macroéconomie d'un endroit. Fait que je pense que c'était une question de perception. Oui, ça arrive encore selon le temps de la saison, mais si on achète des légumes ou des fruits de saison qui viennent d'ici, bien, les prix vont être bons. Mais même que ce soit fruits, légumes ou même les fleurs, les marchés publics ont une concurrence quand même avec les grandes surfaces. C'est même des fleurs, on peut en acheter à l'épicerie maintenant, ou là, sans parler des Costco de ce monde et les grandes surfaces. Comment vous réussissez à tirer votre épingle du jeu? Ça, c'est une question qui moi, me touche beaucoup. Ça peut arriver parfois que des gens vont venir nous voir puis nous disent écoute, chez Costco, c'est ce prix-là par rapport à vous. Donc, c'est moins cher. Puis, on peut pas le nier parce que Costco a un pouvoir, des fois, d'achat qui est incommensurable. Mais aussi, Costco vont acheter d'immenses lots de fleurs, puis souvent, ça va être à prix dérisoire d'un producteur qui fait presque pas de sous, qui va y aller sur le volume. Puis c'est des conditions, des fois, qui sont plus difficiles. Puis je veux pas parler pour d'autres, mais aussi, ces fleurs-là sont mises dans un étalage, sont laissées là. Il y a peut-être moins d'entretien aussi qui se fait. Il y a peut-être moins de traitement sur la plante qui va se faire aussi. Puis je veux faire attention de comment j'en parle parce que moi, ça me touche beaucoup, cette phrase-là. Les prix peuvent être différents, mais l'attention qui est mise derrière aussi, puis l'histoire qui est, tu sais, c'est pas des gros camions qui sont déchargés. Mettons, dans des grandes surfaces, parfois, ça va être mis dans un étalage comme ça. Mais quand on va dans un marché et qu'on va payer peut-être 2-3 $ de plus pour X fleurs ou plantes, eh bien, on a un contact direct avec le producteur qui peut nous aider s'il arrive quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que cette fleur-là, cette plante-là a manqué d'eau?
pourquoi elle fait des fleurs de telle façon, avec quoi elle peut être mélangée dans un pot, dans un assemblage, dans une plate-bande. On est là pour les gens. Puis ça vaut beaucoup. Puis ça fait une énorme différence quand les gens viennent nous voir puis qu'ils sont prêts des fois à faire le petit bout de chemin qui est pas énorme, tu sais. Puis écoute, ils vont avoir un service qui est tellement différent, qui est personnalisé pour eux. Puis les gens nous connaissent. Puis c'est ça la force d'un marché. C'est pas des producteurs, des vendeurs et des clients. C'est des amis. C'est pour vrai. C'est ça, tu sais. Puis comme j'aime le répéter, un marché, c'est souvent le perron d'église 2.0. C'est là que les histoires sont racontées. C'est là qu'on peut partager des choses qu'on a vécues. Puis outre le prix des légumes, des fleurs, puis tout ça, mais il y a un côté humain derrière ça. Puis c'est pour ça que les marchés vont bien, parce que les gens ont besoin de ça dans une ère où on se parle de moins en moins, où on est connecté à notre tablette et non à notre voisin. Et les marchés sont là pour nous rappeler que la socialisation puis l'humain, eh bien, c'est important. Puis ça, et pour moi, bien, ça vaut cher. Donc, on paye aussi pour le service. C'est le message que tu souhaites mais clairement. partager. Puis je comprends que toutes les personnes ont des réalités différentes aussi, puis c'est correct. Mais quand on est capable, parfois, oui, je comprends qu'on peut aller faire des courses dans des grandes surfaces. Il y a des choses qu'on peut se procurer qui ne sont pas disponibles dans des marchés. Mais c'est de faire peut-être un hybride entre les deux. C'est d'aller, oui, aller chercher des choses pour respecter un certain budget, par contre, mais on peut aller aider les marchands locaux pour rester dans le même budget aussi. Si on peut pas, c'est pas obligé d'être tout un, tout l'autre, mais de juste aller faire peut-être son bout de chemin, ça part des choses. Puis je pense que d'encourager local, c'est la même chose que de pas jeter un déchet par terre. Tu sais, ça fait partie de la culture, de faire attention à notre environnement. Eh bien, acheter local, c'est ça aussi. Ouais. C'est vraiment important. C'est le lien direct, là. Tantôt, tu as évoqué le contexte politique où, depuis le début de l'année 2025, là, on pousse justement à consommer local, encourager local. Et ici, sur la Rive-Sud, dans la région, on est dans les jardins du Québec où c'est pratiquement produit là, dans nos cours. Là. Donc, j'imagine que c'est encore plus important. Il y a ça, il y a le volet économique où on emploie des gens d'ici. Puis ta fleur, ton fruit, ton légume vient presque de ton jardin, finalement. Là. Mais littéralement, puis comme tu as dit, la Montérégie, ben, c'est le garde-manger du Québec. Avec toutes ces terres arables, oui, on cultive plusieurs choses. Puis je pense, tu sais, comme moi qui est dans la vente de fleurs, c'est toujours important pour moi de raconter l'histoire de où viennent ces fleurs-là, parce que quand on connaît l'histoire d'un produit ou de n'importe quoi, ça change notre perception par rapport à notre décision d'acheter ou pas quelque chose. Si on vous racontait, par exemple, qu'un concombre a été planté par Madame Tremblay puis son mari qui sont là depuis 60 ans dans leur champ en Montérégie, puis qu'il y a une histoire d'amour derrière ça, où chaque concombre est planté quand le soleil se lève, par exemple. Non, mais c'est vrai, puis est récolté avec amour à la main, frotté, puis tout ça. Puis si on voyait toutes les images de la graine jusqu'à la table, par exemple, eh bien, on verrait tout l'amour qu'il y a derrière chaque produit québécois. Et ça, quand on connaît cette histoire-là, eh bien, ça change. Les choses, on est prêt parfois à faire notre petit bout de chemin pour se le procurer. Puis dans les épiceries, on en retrouve des fraises du Québec, des fruits et légumes locaux. Mais est-ce que ça demeure plus profitable pour le producteur de vendre en marché public qu'en épicerie? Il y a peut-être un intermédiaire de moins aussi. C'est clair. Encore là, c'est pas dans ma cour. Moi, je suis plus dans les fleurs. Mais je pense que oui, tu sais, le producteur qui a un commerce dans un marché, mais vend directement. Tu sais, on saute une étape, si on veut. Après ça, ce sont pas tous les producteurs qui ont des places de vente dans les marchés, vont revendre à des commerçants, si on veut, qui sont là. Ou par exemple, il y a des commerçants producteurs qui ont pas tous les produits, donc vont devoir acheter de d'autres producteurs québécois pour compléter l'offre de légumes ou de fruits. Mais je pense que c'est bien que les épiceries vendent des produits québécois parce que, comme je disais tantôt, oui, il y a les marchés publics où on peut se procurer une grande panoplie de notre gastronomie, mais parfois, il faut aller à l'épicerie aussi pour compléter tout ça. Puis c'est bien qu'il y ait des étalages de fruits, de légumes ou de produits du Québec. Moi-même, j'y vais parfois pour acheter des choses. Puis oui, c'est vrai, je vais compléter mon épicerie, j'ai envie de manger ça ce soir. J'ai acheté plein de légumes au marché,
mais je m'en vais compléter certains petits trucs, puis je le vois, puis les prix sont bons aussi là, à ce moment-là, mais c'est important pour les épiceries de le dire, puis que ça soit clair aussi d'où ça vient. Puis justement, par rapport au prix, comment vous les déterminez, même au marché, là? Est-ce que c'est selon vos prévisions? Est-ce que ça veut nécessairement dire que vous allez les augmenter chaque année ou c'est selon la météo? Comment vous déterminez ça? Moi, je peux parler pour les fleurs. Pour le prix des fleurs, ça dépend des technologies qui sont utilisées dans les serres, des technologies de chauffage. Par exemple, si il y a plusieurs nouvelles technologies maintenant, mais tout dépendant aussi du printemps. Si le printemps a été beau, chaud, il y a eu moins besoin, par exemple, d'huile ou de granules pour chauffer les serres, pour garder un système fermé parfait, si on veut. Donc ça peut influencer le prix des plantes aussi, d'où proviennent les fleurs, les boutures à la base aussi. Il y a toujours la question géopolitique autour de ça. Moi, je me rendais compte que cette année, les prix étaient sensiblement les mêmes que l'an passé. Okay. Donc, c'est super bien pour le consommateur aussi. Même si on sent une inflation dans à peu près tous les produits de la vie, ben, le prix des fleurs était pratiquement le même. Puis au niveau des fruits et des légumes, c'est un peu comme la bourse, ça. Hein? Ça dépend s'il y a un État nord-américain qui a besoin, par exemple, de carottes pour X raisons, peuvent acheter des lots faramineux, et bien ça va influencer l'offre et la demande. Donc, c'est vraiment très difficile de prédire le prix des fruits et des légumes, mais ça dépend aussi de la facilité des récoltes. Est-ce qu'on a eu besoin de plus de temps, de plus de gens pour récolter aussi? Donc, ça fluctue. Faut y aller souvent au marché, il faut voir, puis d'une journée à l'autre, ça peut changer. C'est vraiment comme la bourse. Et suivre selon l'arrivée des produits dans l'été. Là. Ouais. Vous, au Jardin de Louise, ça fait longtemps là, que vous êtes en opération. Là. Ta mère... Est-ce que c'est ta grand-mère qui a commencé? Ma grand-mère était dans les fruits et légumes. OK. Ouais. Vous avez vu donc des générations aussi de clients. Nous, on se demandait, est-ce que le jardinage... On dirait, je pense à ma génération, j'ai l'impression qu'on n'est pas bon en jardinage. Ça s'est perdu au fil du temps. Ou l'intérêt a changé ou la façon... C'est une excellente question parce que c'est certain que la majorité des clients qui viennent au marché sont dans une branche d'âge plus âgée que moi. Par exemple, de la génération de mes parents, je dirais, des gens qui ont appris de leurs grands-parents peut-être à avoir un jardin, de prendre un certain temps aussi pour faire les choses, de faire pousser les trucs. Fait que, je me demande quand cette génération-là ne sera plus là, puis ça va être remplacé par ma génération ou une génération en dessous aussi, ça va être quoi l'impact? Parce que c'est une excellente question. On a-tu moins de connaissances? Comme moi, je ne saurais pas quelle fleur acheter, quoi mettre ensemble. Alors, faut venir me voir dans ça. Bon point. Mais oui, en fait, je vois que ça ne fonctionne pas de la même façon. Les gens n'ont pas les mêmes besoins ou demandes par rapport aux fleurs. Mais reste le fait que les gens ont envie que ça soit beau à la maison. Puis, encore une fois, la pandémie a changé beaucoup de choses. Avant, les jeunes, j'avais l'impression qu'ils étaient moins intéressés ou peu curieux par rapport à ça. Et puis là, on a tous été un peu pris à la maison à travers tout ça. Et même à travers les réseaux sociaux, on peut en parler en bien ou en mal, mais on a vu plein de trucs de jardinage qui se sont faits. Ça nous a donné des idées. On a envie de mettre ça beau, d'être bien chez soi. Fait que oui, je dirais que les milléniaux, donc ma génération, se sont intéressés plus au jardinage. Puis, tu sais, je me rends compte que cette génération-là a peut-être moins envie de se mettre les mains dans la terre, mais a envie que ce soit beau quand même. Donc, peut-être pas d'avoir un jardin dans sa cour, mais un bac tout prêt déjà, prêt à arroser, à aimer et à récolter. Même chose pour les fleurs. C'est peut-être moins d'en mettre en abondance un peu partout sur le terrain, mais d'avoir des pots, par exemple. Puis, tu sais, nous, au commerce, c'est ça que je fais. Je crée des pots de fleurs. Donc, les gens arrivent et ont ça, c'est clé en main. On fait juste l'installer. Fait que oui, je me rends compte qu'il y a une clientèle plus jeune qui vient nous voir puis qui ont envie que ce soit beau tout de suite. Moi aussi, je suis dans l'instantané. Je suis pas patient. J'ai pas envie d'attendre. J'ai envie que ce soit beau maintenant. Fait que je fais partie de cette génération-là. Puis je pense qu'il faut juste s'adapter pour savoir comment parler à ces jeunes-là. C'est peut-être drôle comme constat aussi, mais ne serait-ce qu'avec tous les condos, aussi, dans la région, il n'y a pas nécessairement de terrain, donc on essaie de décorer notre petit balcon. C'est un excellent point que tu dis. Puis j'en parlais cette semaine. On se rend compte que même d'acheter une maison, ça va être de plus en plus difficile, puis même carrément impossible. On est comme la dernière génération où ça a été
Puis même les parents ont dû s'en mêler, ont dû aider, tu sais. Puis ça va changer beaucoup de choses. Si le fait que la prochaine génération ne peut pas s'acheter de maison, mais peut, par exemple, louer des condos ou louer des appartements, ça va changer la façon que le jardinage est fait ou est vu. Puis même, tu sais, juste ici à la Prairie, il y a des milliers de nouvelles habitations qui sont en construction. Donc, c'est sûr que on a besoin de plus de logements, de plus de maisons. Mais comme tu disais, les condos, appartements, on n'a plus de jardin, on n'a plus de terre pour planter, mais on peut encore mettre des pots ou des bacs. Puis ça peut être beau, un balcon. Ça peut être le fun le soir d'arriver après une longue journée de travail, de prendre un petit verre puis de regarder nos pots de fleurs pousser. Parce que c'est ça, le plaisir, c'est de voir ça grandir, de voir comment les couleurs, les textures vont évoluer ensemble. Fait que je pense que ça fait juste changer dans la façon où on va planter, où on va décorer, mais ça reste possible. Il y a comme une nouvelle tendance qui s'appelle le potscaping, l'aménagement en pot d'un espace. Fait que c'est peut-être moins le landscaping, l'aménagement d'un terrain, mais l'aménagement des pots. J'ai vraiment l'impression que c'est vers ça que ça s'en va. C'est plus facile, puis ça nous permet de mettre ça beau dans un endroit qui est plus restreint. Mais écoute, on te souhaite une super belle saison, Guillaume, et à tous tes collègues marchands au marché des jardiniers. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Beaucoup. Merci. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. Ça a été une semaine difficile sur les plans d'eau dans l'ouest de la Montérégie. 2 personnes ont perdu la vie par une noyade à quelques jours d'intervalle. Il y a d'abord eu la disparition d'un homme le 23 juin dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Coteau-du-Lac. Les autorités avaient été alertées puisque la personne semblait en difficulté près du pont Monseigneur-Langlois. Il y a eu des opérations de recherche pendant 2 jours et son corps a été retrouvé le 25 juin à la hauteur des Cèdres. Le 24 juin, 2 personnes ont chaviré de leur planche à pagaie sur la rivière Saint-Charles dans le secteur du Pont-Maçon à Salaberry de Valleyfield. La femme a réussi à regagner le rivage, mais ça n'a malheureusement pas été le cas pour l'homme qui l'accompagnait. L'équipe du sauvetage nautique du service de sécurité incendie de Salaberry de Valleyfield a pu sauver l'homme, mais malheureusement, il était en arrêt cardiovasculaire. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées. Il a malheureusement rendu l'homme à l'hôpital. Une citoyenne et entrepreneur de Saint-Constant a récemment reçu une amende de 55 $ pour avoir stationné son mini-autobus de toilettage mobile dans la rue en avant de sa résidence. Mais comme elle ne peut pas aussi laisser son véhicule de travail dans son stationnement privé en raison d'un règlement de la ville, elle le gare pour le moment chez un client dans une autre municipalité après les heures de travail. La Ville a indiqué au Reflet que la réglementation municipale en vigueur à Saint-Constant interdit clairement le stationnement prolongé de véhicules-outils comme un mini-autobus de toilettage mobile, aussi bien dans la rue, devant son domicile, que dans les stationnements résidentiels privés. La municipalité précise toutefois que l'exercice d'activités professionnelles avec un véhicule-outil est autorisé dans ces rues. Donc, c'est le stationnement qui est visé par la réglementation. L'entrepreneur pourrait se stationner sur un terrain commercial avec l'accord du commerce en question, mais elle a dit au Reflet qu'elle a essayé de le faire et que c'était complexe. La Direction de la protection de la jeunesse de la Montérégie a présenté son bilan annuel récemment. En Montérégie, on rapporte 20 699 signalements d'avril 2024 à mars 2025. Ça représente une hausse de moins de 1 % par rapport à l'an passé. La directrice de la DPJ, Marie-Josée Audette, précise que ça peut sembler peu, mais c'est que dans les années passées, la DPJ Montérégie avait connu une hausse vraiment importante, donc ça reste un nombre élevé quand même. Du côté des signalements, par contre, on parle d'une diminution de 860 par rapport à la période précédente. Pourquoi? Principalement en raison d'une nouvelle pratique qui permet une plus grande collaboration avec les CLSC auprès des équipes de proximité, des équipes de jeunes en difficulté et en santé mentale. Quand c'est possible, c'est le CLSC qui va prendre en charge des familles plutôt que la DPJ. La directrice de la DPJ constate que 50 % du travail de son équipe, ce sont des cas de négligence. Des enfants qui ont faim, des enfants qui sont mal vêtus, qui n'ont pas des conditions de logement adéquates. Donc, l'objectif est de soutenir les parents pour améliorer la situation. Un important projet immobilier est dans les cartons dans le secteur du métro de Longueuil. On y prévoit la construction de plusieurs centaines de logements, d'un hôtel et pour la toute première fois sur le territoire d'un centre de congrès. Ce dernier aurait une superficie minimale de 30 000 pieds carrés et pourrait accueillir plus de 1125 personnes, ce qui permettrait ainsi de combler un manque criant d'infrastructures d'accueil dans la ville. Le projet, qui serait réalisé et géré entièrement par le privé, pourrait voir son chantier démarrer dès 2027. La Ville n'entend pas subventionner son fonctionnement, sauf pour l'usage communautaire. C'est un développement qui s'inscrit dans une transformation majeure du secteur du métro. On rappelle que d'autres projets, dont un de 5 000 logements et la plus haute tour résidentielle de la Rive-Sud, sont déjà en cours dans ce quartier.
Pour le centre de congrès, la Ville sondera l'intérêt des promoteurs dès juillet avec l'objectif de conclure une entente d'ici 2026. Le terrain qui lui appartient pourrait être vendu ou loué à long terme. L'histoire d'une nouvelle école primaire en construction dans le parc de Normandie à Boucherville a beaucoup fait jaser la semaine dernière. Le 19 juin, des parents ont appris par courriel que l'école qui devait être une école de quartier allait plutôt servir temporairement, pour une durée d'environ 6 ans, à accueillir des élèves d'autres établissements en rénovation. Les parents n'étaient pas contents. Ils se sont sentis trahis. Certains disaient avoir choisi d'acheter une maison dans ce secteur-là en espérant que leurs enfants fréquenteraient une école de proximité. Une pétition a été lancée par une résidente et a recueilli 390 signatures en quelques heures. Le maire de Boucherville, Jean Martel, a dénoncé la décision du Centre de service scolaire des Patriotes, mentionnant que la Ville avait accepté de céder une partie du parc pour l'école pour que ça profite aux enfants du quartier. Devant le tollé de réaction, le Centre de service scolaire est revenu sur sa décision. La nouvelle école sera une école de quartier et d'autres scénarios seront analysés pour accueillir les élèves des écoles qui doivent subir des rénovations. Le Centre de service scolaire avait proposé d'utiliser la nouvelle école temporairement pour permettre des travaux de rénovation plus rapides sans pour autant perturber le parcours scolaire des élèves. Une activité spéciale se tiendra en septembre à Sainte-Julie et des invités hors du commun seront de la partie. Pour connaître de qui il s'agit, on vous invite à regarder la vidéo du journaliste Daniel Bastin sur les plateformes de Ma Vie, Ma Région. Ceux qui ont vu le dernier film de la franchise Jurassic Park comprendront. À surveiller cette semaine, 2 causes judiciaires dont on a déjà parlé reviennent en cours. Il y a d'abord l'enquête sur remise en liberté de la mère de la salle accusée d'abandon d'enfants. L'enquête a lieu les 3 et 4 juillet au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Et Stéphanie Borel, accusée de voies de fait graves après avoir présumément jeté de l'eau bouillante sur un enfant, revient au palais de justice de Longueuil.